Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbainculteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et on se fait aller le Mâche Patate! Bonjour, bienvenue au Mâche Patate, le podcast des urbainculteurs. Nous sommes vos co-animatrices, les deux Marie-Hélène Dubé et Marie-Hélène Jacques. Donc aujourd'hui, on aborde un sujet très à la mode, mais qui, paradoxalement, peut-être, est aussi un peu insaisissable, ou en tout cas difficile à définir, et j'ai nommé la permaculture. Oui, il y a encore quelques années, c'était un mot on peut dire inconnu du grand public, puis maintenant il est utilisé à toutes les sauces. Mais de quoi on parle vraiment? Est-ce qu'on parle de jardiner avec des vivaces seulement, de jardiner rien que sur des buttes permanentes, de fabriquer des maisons en pois chiches en chantant Kumbaya? Est-ce qu'on parle vraiment juste de jardinage ou on parle de quelque chose de plus large encore? Mais bien sûr qu'on parle de quelque chose de plus grand encore. La permaculture, c'est avant tout une façon de designer ce qu'on va appeler des systèmes, même des écosystèmes, en respectant certains principes, en s'inspirant profondément de la nature. Mais on va surtout laisser notre invité d'aujourd'hui vous le dire à sa façon. En effet, on reçoit Louis Duquette qui baigne dans le milieu de la permaculture depuis plus de 20 ans. Donc, c'est un autodidacte qui s'est formé à travers les Amériques en participant directement à des projets permaculturels ou encore en visitant et en observant de nombreux sites qui sont développés dans cet esprit-là. Il applique maintenant tout ce précieux savoir sur sa propriété dans Bellechasse, mais également à travers la toute jeune coopérative Les Choux Gras, si bien nommée. C'est une coop qui regroupe différents professionnels qui offrent toute une gamme de services de design puis d'accompagnement pour les personnes puis les organisations désireuses d'appliquer la permaculture sur leur propriété. Donc, bonjour Louis. Bonjour. Dis-nous, toi, c'est quoi ta définition de la permaculture? Ben, c'est très large. Pour moi, la permaculture, ça englobe un peu tout ce qui tourne autour de la vie de l'humain. Donc, notre relation avec les animaux, notre relation avec les proches, notre relation avec les plantes qui poussent autour de nous, d'arriver à comprendre les interactions qu'il y a entre ces acteurs-là de notre vie, et puis d'arriver à maximiser un peu ce qu'on peut avoir dans notre entourage pour avoir une bonne nutrition, une vie familiale saine, une bonne relation avec des animaux, et puis de se sentir que, dans le fond, notre vie, elle a un sens. C'est un concept très, très global. Là. Très global. Ça englobe beaucoup de choses. Beaucoup de gens se réfèrent à la permaculture pour parler de travaux agricoles ou d'aménagements comestibles. Ouais. Mais quand on pense à ça, la permaculture veut faciliter l'humain dans un milieu qui est sain pour lui. Ouais, on parle souvent de la permaculture comme outil pour générer de l'abondance. Puis quand on parlait des années des systèmes, ben justement, tu sais, contrairement à la tendance de la science d'avoir tout compartimenté au fil du temps, tu sais, il y a ceux qui étudient ça, puis il y a la frontière, après il y a ceux qui étudient ça. Ben, la permaculture, au fond, c'est de briser toutes ces frontières-là puis de créer un grand système cohérent avec tous ces éléments-là. Donc, comment ça, toi, ça fait 20 ans que tu fais ça? Parce que, tu sais, on s'entend que ça fait quelques années que c'est grand public plus, là, mais toi, il y a 20 ans, comme t'étais un... Ben, je voyageais sans port d'attache, et puis avec ma conjointe puis mes enfants, j'ai voyagé dans divers motorisés, différents modes de transportation à travers des nombreux pays, puis ça donnait souvent qu'on arrivait sur une ferme où il y avait besoin d'aide, il y avait besoin d'un échange. Et puis souvent, il y a des ateliers qui se donnent, donc ça m'a intéressé dès le départ. Tout ce qui touche à la permaculture, la construction alternative, les fours à pain alternatifs, la façon d'aménager son territoire, ça m'a comme mis en évidence qu'on faisait les choses pas correctes en agriculture moderne, puis qu'on a besoin d'une réforme intelligente qui fait du sens. Fait qu'en regardant les écrits de Bill Mollison, de David Holmgren, j'ai appris beaucoup sur les bases. Puis là, je me suis dit, bon, c'est le temps de les appliquer. Donc, à travers divers voyages et puis diverses collaborations entre d'autres fermes, j'ai pu toucher à plusieurs aspects. C'était, en fait, pour moi, un mode de vie. Je voyageais comme un vrai gitan, là, à l'année longue, sans trop de port d'attache. Et puis, ça l'a donné vraiment une belle liberté pour passer plusieurs mois sur certaines fermes pour vraiment apprendre les techniques en profondeur. Puis est-ce qu'ils nommaient ça la permaculture sur les fermes où tu voyageais? Certains oui, certains étaient déjà fiers là, des gens qui avaient juste lu des écrits de Bill Mollison, David Holmgren, qui avaient jamais vu une vidéo YouTube sur la permaculture. Dans ce temps-là, je pense il y a 20 ans, YouTube ça existe. T'es-tu? Je pense pas. Je pense pas. On s'écrivait des emails à peine, une fois par mois. Mais c'était vraiment d'être connecté beaucoup plus avec les gens, le bouche à oreille, tu sais, d'entendre parler de tel endroit à 200 kilomètres de là, puis d'avoir le courage de dire, bon, j'y vais.
Je prends la chance, j'y vais, puis on va voir s'ils ont besoin de moi là ou s'il y aurait une formation que je pourrais suivre ou des gens que je pourrais aider avec des connaissances que j'ai déjà. Donc, c'est toujours un échange, c'est un partage, la permaculture. On arrive avec un bagage de connaissances, on l'amalgame avec d'autres nouvelles connaissances, puis on en sort toujours grandi. Puis tu nous as parlé de Bill Mollison, David Holmgren. C'est une nouvelle affaire, la permaculture, au fond? Et ces gars-là, je pense qu'ils ont commencé à parler de tout ça fin des années 60, début des années 70. Et c'était des extraterrestres déjà là quand ils en parlaient de ça. Puis ça a pris du temps, je pense, avant que le mouvement gagne l'attraction, si on peut dire. Mais déjà dans les années 80, c'était un mot qui était utilisé. Années 90, ça a commencé à être encore plus utilisé, mais encore dans des cercles assez restreints. Et puis là, avec tout ce qu'on voit, hein, les changements du climat, les gens qui veulent adapter leur mode de vie à quelque chose de plus sain, plus écologique, plus local, la permaculture, elle tombe juste à point pour notre monde actuel. C'est clair que ça interpelle. Puis justement, les gens qui s'identifient au milieu permaculturel sont pas mal fiers que David Suzuki, il a dit qu'il n'y a pas de groupe sur la planète qui se livre actuellement à des activités plus importantes que les permaculteurs. C'est pas rien. Ce n'est pas rien. David Suzuki, ça fait quand même office d'autorité morale. C'est ça le mot que je cherchais. Puis pourquoi c'est un outil puissant au fond? Pourquoi le monde a besoin de la permaculture maintenant? Il y a plusieurs raisons, mais allons-y avec un bref résumé. Quand on pense que la nature est toute pour nous, si on regarde ça, la nature, c'est une épicerie, c'est une quincaillerie, c'est une pharmacie. Donc, beaucoup de choses qu'on a besoin en tant qu'humain pour vivre, pour se guérir, pour se nourrir, ça pousse déjà autour de nous. Donc, la permaculture, ça allie plusieurs méthodes et moyens pour ramener ces choses-là près de nous. D'avoir des petits buissons de fruits que nos enfants, dès un jeune âge, peuvent aller dans la cour arrière puis d'eux-mêmes cueillir et manger de la nourriture. Je sais pas si vous le savez, mais c'est une richesse incroyable à donner à un enfant. C'est une conscience qui va se transmettre à travers les générations. Quand on implique les jeunes là-dedans, on crée un modèle pour le futur. Ça devient normal pour eux. Donc, la permaculture devient un outil très, très important, autant en milieu urbain qu'en milieu rural, parce qu'on transforme le paysage, les écosystèmes pour les rendre plus productifs, plus abondants, et puis les rendre accessibles à l'humain. Puis justement, tantôt, tu nous présentais la permaculture comme vraiment très globalement, mais tu le disais toi-même, souvent ça va être utilisé vraiment pour parler plus d'une méthode comme agricole, si on veut. Si on se penche juste sur cet aspect-là de la permaculture, qu'est-ce qui définit un aménagement permaculturel? Ouais, c'est une bonne question. Dans un aménagement permaculturel, moi, quand j'ai à faire un design, je regarde toujours les besoins de l'endroit. Premièrement, est-ce qu'il y a des gens? Est-ce que ça implique l'humain? Est-ce qu'il va y avoir des humains, là, ou c'est juste un petit parc pour décorer le bord d'un ruisseau? Si l'humain est impliqué, puis surtout des enfants, là, faut adapter les choses pour que ça soit accessible à eux. Et puis, il faut considérer les différents facteurs, les différents besoins de cet endroit-là. Parfois, on arrive sur des lieux, c'est extrêmement toxique. Le sol est pas cultivable parce qu'il y a des déchets, des toxines qui ont été déversées là pendant des années. Donc, il faut comme inventer une façon de nettoyer le site tout en le rendant agréable à vivre. Donc, attirer les gens à revenir à un endroit et puis à le décontaminer lentement par la présence humaine, si on peut dire. C'est ça, les différents aspects que je vais regarder lorsque je prépare un design. Je vais regarder, est-ce qu'on a besoin de pollinisateurs? Est-ce qu'on a besoin de plantes médicinales pour guérir les gens? Est-ce qu'on cherche juste à avoir une nourriture accessible durant les mois de l'été? Est-ce qu'on veut des arbres à long terme qui vont produire des noix, des fruits, comme planter un mini-verger, par exemple? Donc, c'est tout plein d'aspects qui amènent à réfléchir sur le design optimal pour les besoins de l'endroit et les besoins de l'humain qui vont fréquenter ça. Donc, dans un bon design permaculturel, on va essayer de maximiser l'espace avec différents paliers de lumière. C'est un peu dur à comprendre tant qu'on le voit pas en dessin ou en action, mais c'est que les plantes avec différentes hauteurs et différents niveaux auxquels ils vont pousser peuvent arriver à pousser de façon très dense. D'habitude, dans le milieu agricole, on pense beaucoup à planter des rangées de choses, d'une seule chose unique sur des acres et des acres. Puis on cherche à... C'est facile pour la machinerie, mais... Beaucoup plus facile pour la machinerie, mais ça a ses désavantages.
Parce que les pestes, quand ils arrivent là-dedans, ben là, ils se mettent à envahir puis ils s'en donnent à cœur joie. Il y a des acres et des acres de maïs à infester, par exemple. Ouais. Nous, en permaculture, on essaie de diversifier, en fait, d'imiter la nature puis de faire comme une forêt mixte avec différents niveaux, différents paliers. Et puis, on s'assure que les plantes, même s'ils ont l'air trop denses, mais avec notre entretien régulier, en coupant des branches, en enlevant certaines espèces qui étaient plus pionnières, on arrive à créer un écosystème durable qui va pouvoir devenir comme une forêt ancienne au bout de 200, 300, 400 ans. On essaie de penser comme la nature, autrement dit. C'est ça, je pense que les mots, il y a peut-être 2 verbes là, qui incarnent ce que le permaculteur fait dans la vie pour moi là. Puis le premier verbe pour moi c'est observer. Puis le deuxième verbe, c'est designer. C'est ça que ça fait un permaculteur. Tu sais, souvent, on se perd en disant, faire de la permaculture, c'est justement ce que je disais en intro. Ça veut dire cultiver sur des buttes. Non, ça veut dire cultiver juste des vivaces ou, tu sais, des genres de techniques super stéréotypées, là, que c'est ça, si tu fais pas ça, c'est parce que tu fais pas de la permaculture pour vrai. Puis, au fond, c'est vraiment plus d'observer, mettons, le site où tu veux designer, de récolter les besoins des gens puis du site. C'est vraiment une étape super humble, là, quasiment méditative, là, où tu dois, comme, être un simple observateur qui juge pas, tu récoltes toutes les informations dont tu as besoin, puis à partir de là, c'est là que tu fais ce que vraiment un permaculteur ça fait dans la vie, ça design. Puis il y a pas de technique prescrite, c'est vraiment le lieu puis les observations plus l'approche, l'attitude. C'est vraiment une approche de la permaculture plus qu'un geste précis. Ben pour moi en tout cas. C'est vrai. Moi aussi je vois ça comme ça, il y a pas de méthode précise, je pense que tout le monde peut en faire à un certain niveau. En regardant le milieu, en l'observant, puis en appliquant des concepts qui vont juste le rendre plus efficace, plus abondant. C'est peut-être pour ça que les gens sont confus, parce qu'ils cherchent comme l'aspect technique, tu sais, reconnaissable. Là. Oui. OK, je regarde cet aménagement-là, je sais qu'il a été fait en permaculture, mais ça s'est passé dans la tête de la personne qui l'a designé. Parce que les observations que tu récoltes te permettent de choisir les technologies puis les installations appropriées pour réaliser le projet. Tu sais, nous, aux urbainculteurs, au fond, on utilise la permaculture dans chacun de nos projets parce qu'on utilise l'échelle de permanence, qui est un outil super populaire pour récolter les informations. Puis c'est notre manière d'analyser chaque site pour réaliser le meilleur jardin pour le client ou pour l'organisation. Puis tu sais, c'est pas des buttes permanentes avec de la paille, puis personne chante Kumbaya. Puis justement, j'ai déjà donné une conférence au sujet de la permaculture dans une grosse salle, il y avait peut-être 300 personnes à Montréal. Puis en introduction, je disais qui parmi vous habite en ville? Puis là, tout le monde lève la main. J'étais pas surprise, là. C'était l'effet recherché. Puis ensuite, je dis, qui est en train de se former aujourd'hui au sujet de la permaculture parce que vous avez en tête de réaliser un projet en milieu rural? Puis là, tout le monde a relevé la main encore. Ouais. Wow. Puis moi, mon sujet, c'est la permaculture urbaine, là. Fait que je leur disais, j'espère que vous partirez pas toutes pour vrai. Parce qu'au fond, la ville a vraiment beaucoup besoin de permaculteurs. En effet. À ton avis, comment la permaculture peut transformer les villes? C'est une grande question pour moi qui habite en campagne, mais je peux le dire, je peux en parler pour avoir vécu en ville certaines années de ma vie. Je pense qu'il y a beaucoup à faire avec les ce qu'on pourrait appeler les problèmes de la ville. Quand on voit toutes les problématiques de la ville, les îlots de chaleur par exemple, nous on a juste des solutions pour ça là, pour rendre ça abondant, puis rendre l'îlot de chaleur un endroit qui va devenir un oasis, un endroit qui était détesté des gens peut devenir beau, vert, nutritif. Ça c'est une conception qui est dure à faire passer au début, mais là les gens ils se mettent de plus en plus à comprendre que c'est vrai, nos villes sont trop dénudées. Il nous manque de plantes, il nous manque de toits verts, il nous manque d'agriculture de proximité. Puis ça se fait tout en ville, mais ça prend des gens déterminés. On le sait! Il faut utiliser des moyens quand même un petit peu plus demandants, puis il faut utiliser plus d'infrastructures, mais ça fait partie de ça, la ville, un peu, hein, de s'adapter. L'humain, si on n'a pas de terre, on va en amener, puis on va faire un bac pour faire pousser dedans. Ouais. Tout le monde peut penser comme ça. Il faut que ça devienne presque une pensée commune, que tout le monde puisse dire « Ah, moi c'est facile, mon balcon, le toit, pourquoi pas? » Les gens n'ont pas peur de ça. Puis je pense qu'on s'en va vers ça, surtout en éduquant nos jeunes, mais aussi en contactant justement les organismes ou les ingénieurs de la ville qui ont besoin d'une solution à un problème. Si nous, on leur montre que très simplement, on peut apporter une solution, c'est une situation gagnante pour tout le monde. Ouais, ça passe souvent par l'exemple. Exactement. Ouais. Puis justement, tu as l'air de le dire, mais qu'est-ce qu'une personne qui habite en ville peut faire, elle, tu sais, un citoyen, une citoyenne, là,
ordinaire, entre bien des guillemets, qui qu'est-ce qu'elle peut faire pour appliquer la permaculture en ville sur son terrain? Faut-tu absolument s'acheter une terre pour être un permaculteur? Qu'est-ce Moi, qu'on peut faire? je dirais qu'on peut commencer par s'acheter un Smart Pot. C'est un sac de culture en tissu, très flexible, ça s'envoie par la poste tellement c'est mince. Vous dépliez On jure ça. que c'était pas un placement de produit. On l'a pas payé pour Mais moi j'utilise des Smart Pots de toutes sortes de marques depuis des années, puis même dans mes serres où ce que j'ai accès à la terre, j'ai des figuiers par exemple ou des arbres plus exotiques qu'il faut qu'ils soient rentrés l'hiver. C'est une excellente méthode de culture. Ben ouais, je veux juste faire une parenthèse pour nos auditeurs, là, c'est parce qu'au fond, les Smart Pots, c'est des pots de géotextile, que les urbaculteurs ont contribué à rendre très populaires, ont été les premiers distributeurs au Canada. Puis maintenant, il y a d'autres distributeurs, fait que là, on a l'air de, ouais, c'est ça, on a l'air de comme, hey, Louis, parle donc des Smart Pots, on en vend d'une tonne. Non, mais c'était c'est pas le vraiment cas, excusez-moi. Moi, j'utilise les Smart Pots depuis bien des années. Je préfère le 100 gallons d'ailleurs. Non, mais si vous voulez faire des vrais jardins dans un Smart Pot puis vous avez de la place dans votre cour arrière, allez-y pour le gros format. On fait une petite forêt permaculturelle là-dedans facilement, sauf qu'il faut mettre le bon mélange de terre dedans. Ouais. C'est un sac qui peut transpirer beaucoup d'humidité. Donc, un été comme on a eu l'été dernier, c'était presque 2 arrosages par jour à certains endroits. Moi, je suggère aux gens de mettre de la rétention d'eau dedans. Pas juste de la sphaigne, de la perlite, mais de mettre de la petite argile fine, de l'argile à poterie, en fait. OK. De mettre des trucs qui vont absorber de l'eau, du bon compost, c'est sûr. Puis, dans ce temps-là, on s'assure d'avoir assez d'humidité pour pas que nos plantes souffrent de sécheresse avant qu'on revienne de travailler. C'est ça. Nous, on travaille beaucoup avec des systèmes d'irrigation automatisés parce qu'on travaille, tu sais, c'est vraiment moins compliqué qu'on le pense, hein? Ah oui, ça va bien. Je l'ai fait. On travaille beaucoup sur des toits. Oui. Des terrasses. Nécessaire. Quand il fait 35 au sol, mais il fait 45 sur le toit, je veux dire, on est rendu à 4 arrosages par jour. Des fois, c'est en milieu de travail puis tout ça, fait que ça a pas... Vive l'automatisation. Je suis 100% d'accord dans ce cas. Ouais. Je voulais revenir sur ce qu'un urbain peut faire au fond sur sa propriété. Quand on dit, tu sais, c'est designer des petits écosystèmes, c'est justement... de voir toutes les choses qu'on peut connecter sur notre propriété, tu sais. Est-ce qu'on peut récupérer l'eau de la toiture de notre maison pour arroser nos pots? Est-ce qu'on peut composter ce qui pousse dans nos pots puis ce que notre cuisine produit pour le réutiliser dans notre jardin? Justement, dans un prochain épisode, on va vous parler des poules. Donc, comment on peut intégrer toutes... Il y a un coq dans place! Comment on peut intégrer parce qu'on pourrait avoir tous les mêmes éléments sur un terrain, mais pas se donner la peine de les connecter. Oui. Puis c'est ça la magie de la permaculture, c'est d'interconnecter les choses pour que les besoins de des items du design, au fond. Économie circulaire. C'est comme l'économie circulaire adaptée dans ta cour arrière. Exactement. Puis, donc, si quelqu'un fait la découverte de la permaculture présentement en nous écoutant, hein, parce que c'est la première fois qu'il entend ça, puis qu'il vit un électrochoc, puis qu'il se dit qu'il faut appliquer ça dans sa vie, qu'est-ce qu'il peut faire pour en apprendre plus? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de ressources en ligne de plus en plus. Faut pas s'y perdre non plus parce que des fois on peut écouter des vidéos YouTube pendant un an puis jamais mettre la main à la terre. Non, mais j'en connais pareil des gens qui sont passionnés de la permaculture mais qui ont pas encore eu le courage de dire mon balcon c'est mon jardin ou mon toit c'est mon jardin. Puis je leur suggère fortement de passer à l'action. C'est en le faisant qu'on fait des erreurs, puis en faisant des erreurs, on apprend. C'est jamais notre première année, mais malgré que des fois le beginner's luck, comme on dit en anglais, première année est incroyable, nous donne envie de continuer. Mais si on a des échecs ou si la saison était pas parfaite, on a eu un été difficile, puis ça réussit pas aussi bien qu'on le voulait, qu'on n'a pas 4 gros pots de pesto au congélateur à la fin de la saison, faut pas être déçu parce qu'il y en aura d'autres bonnes années. Et puis à chaque fois qu'on fait des erreurs, comme je disais, on apprend. Puis on devient meilleur dans notre application de la technique par après. Fait que moi, je pense que les gens, faut comme juste qu'ils arrêtent d'avoir peur. Non, c'est clair que c'est un gros frein dans le jardinage en général. Là. Il y a plein des gens qui ont peur de l'échec ou qui ont vécu un échec par le passé, c'est ça, ils veulent pas s'y remettre. Puis... Ouais. Puis pour ceux qui auraient de la difficulté, tu sais, à dire je veux pas trop dépenser pour ça ou mon budget me le permet pas. Ben, recycler des contenants, tu sais, là, on parle de Smart Pot. Ceux qui veulent pas s'en acheter, ils peuvent trouver plein de trucs très intéressants pour jardiner dedans. L'important, quand on jardine en pot, c'est d'avoir un médium bien drainé, qui peut accepter beaucoup d'eau en excès parfois, et puis de dire que c'est temporaire, c'est une saison, que notre terre va s'améliorer au fil des années dans ce pot-là à mesure qu'on rajoute des amendements, du vermicompost, de la farine de poisson, qui est une bonne façon de mettre de la microbiologie dans un sac de terre autrement stérile. Donc, je pense que les gens, quand ils disent « bon, j'ai plus peur »,
j'y vais puis je vais voir les bénéfices que ça me donne, tout le monde peut juste dire wow, c'est une expérience à refaire. Ça récompense tout le monde, toute ma famille, puis ma cuisine en devient meilleure. T'as beaucoup parlé de la famille puis des enfants. Comme ça a l'air super important dans ta pratique. Est-ce que tu veux élaborer là-dessus? Ben, la famille, c'est le noyau originel, là, tu sais, quand que deux êtres humains s'ils sont ensemble puis ils produisent, grâce à la magie de la vie, un enfant. C'est une unité sacrée que je dirais qui peut vraiment guider les décisions de notre vie. Parce que, tu sais, oui, on peut dire qu'on est des individus, mais les individus, c'est en se mettant ensemble qu'ils réussissent des grandes choses. La famille, c'est l'exemple primaire de ça, tu sais, que tu t'unis avec des gens aussi proches pendant autant d'années de ta vie pour un but commun. Ça l'inclut vraiment, je veux dire, la permaculture se marie tellement bien à ça parce que là, tu peux utiliser les forces et les atouts de différentes personnes. Tu peux décider que, bon, moi, j'ai pas le temps à cause que je suis à l'extérieur beaucoup, un membre de la famille prend le relais, décide d'apprendre lui ou elle aussi, puis pour que l'entretien continue de se faire. Donc, c'est de quoi? C'est comme une responsabilité qui vient en groupe. Parce que c'est notre alimentation, tu sais. Et médecine, et quincaillerie, parce que moi, j'aime ça voir la nature comme une quincaillerie aussi. Ça se ramasse partout, des bouts de bois, des roseaux, puis ça peut être utile. J'ai aimé quand t'as utilisé le mot responsabilité, là. Moi, c'est un peu l'effet que ça m'a fait. T'sais, on a fait un épisode précédemment sur l'éco-anxiété, puis on a évoqué rapidement là, l'idée de comme est-ce qu'on peut avoir peur de faire des enfants parce qu'on a peur du futur. Puis au contraire, je pense qu'une fois en tout cas, dans mon cas, là, une fois que maintenant que j'ai fait des enfants, justement, je me sens responsable. Exactement. Parce que là, je les ai créés, tu sais. Fait que je me sens encore plus responsable de développer des solutions puis de leur inculquer un respect infini pour la nature parce que, justement, j'ai créé une suite de la vie sur Terre, là, en faisant ça. Exactement, c'est bien dit. Ça m'incombe de le faire, tu sais. Je pense que j'ai transformé quelque chose en moi qui était une crainte en quelque chose en moi qui est une force, finalement. Oui, fait que je pense que, tu sais, revenu souvent avec l'idée, tu sais, qu'il faut inculquer ça à nos enfants puis que c'est important, mais ça m'interpelle de plus en plus. C'est une responsabilité en tant que parent de mettre en place des bonnes valeurs pour que ça se transmette de génération en génération. Ben oui, permacultivez votre famille, tout le monde. Exactement. Bien, c'est des bonnes réalisations qu'on peut faire en tant que parent, ça. De voir que l'impact qu'on a, il y a un bienfait sur le futur de la société, de l'environnement et tout. Ça donne rien d'avoir peur là, des changements qui s'apprêtent à nous tomber dessus, comme certains disent. Moi, je pense que l'état d'être un alarmiste peut vraiment nous amener à être défaitistes puis à ne pas être proactif dans le changement. Si on voit ça comme une opportunité de se dépasser puis de trouver des solutions incroyables, le problème devient une solution pour tout le monde. Oui, c'est une phrase qui revient souvent. Oui. De voir un optimiste présentement, ça c'est clair. Oui. Yes. En permaculture, de voir les problèmes comme des solutions finalement, là, c'est un des... il y a des tas de principes, là, mais celui-là est particulièrement d'à propos actuellement. Tu viens nous parler en tant que membre d'une coopérative qui s'appelle les Choux Gras, qui est basée dans Bellechasse. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur votre projet? Oui, ça me ferait plaisir. Moi, je suis un des membres fondateurs, vice-président d'ailleurs aussi, mais je suis sur le terrain beaucoup avec la coop. On a plusieurs projets. Depuis 1 an de notre fondation, on s'est fait déléguer plusieurs projets auprès des municipalités environnantes. On a acquéri une terre qui va devenir un genre de site modèle démonstratif de la permaculture à Saint-Damien-de-Buckland. On a eu... ça nous est tombé du ciel, pour bien dire les choses, c'est que les sœurs qui ont un couvent au centre-ville de Saint-Damien avaient un lopin de terre qu'elles jardinent depuis nombre d'années. Ils ont une serre, un garage, un lieu, en fait, prêt pour nous, qui était à vendre. Et puis nous autres, on est arrivés au bon moment avec les bonnes valeurs. On a présenté notre projet, puis c'était comme fait pour nous. Donc là, on est en processus de rénover un bâtiment pour en faire nos quartiers généraux, avoir des bureaux. Et puis aussi, on développe des jardins en grand dès le printemps prochain. On a aussi une serre qui est très ancienne, une antiquité de serre des années 70 qu'on va rénover et puis qu'on va rendre efficace et autonome
avec des moyens assez permaculturels, j'en dirais pas plus long, juste pour ne pas dévoiler des choses qui sont pas encore faites, là, mais ça va être une serre modèle qui va pouvoir être applicable autant aux gens, pour les gens en ville, pour les urbains ou pour les campagnards. Puis c'est un modèle qui va nous rapprocher de l'autonomie alimentaire pour qu'on ait de la nourriture dans ces mois morts de l'année où ce que ça vient en camion de la Californie puis du Mexique. Mais nous, les Québécois, on a besoin de bonne verdure puis même des légumes qui pourraient pousser dans notre climat l'hiver. Ouais. T'as parlé des municipalités au début. C'est quoi le genre de projet que les municipalités dans Bellechasse réalisent? Ben, ça peut être très varié. Comme l'été dernier, je peux vous parler d'un projet qu'on a fait. Il y avait un skate park dans une petite municipalité de la Beauce, assez proche de chez nous. Et puis, c'était encore en travaux. Il y avait des restants de travaux de bulldozer, un réaménagement de stationnement qui a été fait. Puis nous, on a été demandé sur les lieux pour planter des arbres, des plantes qui vont agrémenter les lieux. Fait que dans nos choix de plantes du design, on a mis des comestibles, des plantes pour les pollinisateurs. On a mis, sans même décrire ça comme étant permaculture, ben on a mis toutes sortes de plantes utiles et décoratives pour embellir un lieu. Et puis, si les gens ont été très contents de l'aménagement, et puis ça va juste s'embellir avec les années à venir. D'autres municipalités, par exemple, nous demandent des aménagements plus comestibles. Donc, ils veulent, c'est un parc où ce que beaucoup d'enfants fréquentent les lieux. Il y a un terrain de jeu, donc ils veulent des petits plants de bleuets, des camérisiers, des petits fraisiers, tout pour que ça soit agréable d'être là, dans le fond. Donc, nos projets, ils sont très variables. On fait du service conseil auprès de plusieurs fermes, plusieurs agronomes agriculteurs indépendants. Et puis, on peut se ramasser un peu partout sur notre territoire, parfois à 1 heure de route de chez nous, là. Mais ça nous plaît beaucoup. En campagne, on est habitué de faire de la route. Donc, aller au dépanneur, ça implique d'aller à 5-10 minutes de char, là, tu sais. Ah ouais. Donc, c'est ça. Ça englobe beaucoup de projets différents et beaucoup d'autres à venir que je peux pas révéler présentement, là. Mais on est plus qu'en émergence. On est en pleine action. Après notre première année, on a vu l'impact qu'on peut avoir, puis on veut juste continuer. C'est merveilleux à entendre. On va suivre ça, la coopérative Les Choux Gras. Dans les prochaines années, on va voir... Trouvez-vous qu'on a bien choisi notre nom? Ben moi, j'adore ça. Est-ce que tu peux l'expliquer? Parce que moi, je sais c'est quoi des choux gras, là, mais tu sais. Ouais, c'est ça. C'est une belle plante qui est souvent oubliée dans nos jardins. C'est une plante, c'est un chénopode qui pousse pas très haut, pas très gros, pas très envahissant. C'est une mauvaise herbe qu'on peut quasiment laisser pousser. Mais là, je l'appelle mauvaise herbe, c'est que c'est l'appellation commune. Si on regarde toute l'historique du chou gras ou même les fameuses expressions québécoises qui impliquent le mot chou gras, on voit que c'est une plante qui a une histoire autant nutritionnelle qui démontre la fertilité d'un sol. En fait, moi, le chou gras, quand je le vois à l'état naturel, c'est parce que je suis proche d'un ancien jardin ou d'un ancien tas de fumier. Ça pousse pas dans les milieux très pauvres non plus, là. Donc, c'est une plante de régénération qui nous nourrit. Et puis, c'est une plante qui est simple et oubliée, mais qui a une grande importance. C'est un peu ça qu'on voulait dévoiler à travers notre nom. C'est très joli. Oui. Ouais, c'est assez poétique. On aime ça. Ouais. Merci beaucoup, Louis, d'être venu parler avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. On va suivre vos projets avec grand intérêt. Puis, avant de la conclusion, on va écouter notre horticultrice préférée, Marie-André, qui va nous entretenir aujourd'hui de la rotation des cultures. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Aujourd'hui, j'avais envie de démystifier une pratique dont on entend souvent parler, mais qui est méconnue, la rotation des cultures. La rotation des cultures consiste en une planification du potager qui vise à ne pas cultiver 2 années de suite la même plante ou le même groupe de plantes au même endroit. Les motivations derrière cette pratique sont multiples, mais elles visent, entre autres, à confondre les ravageurs, à contrer la présence potentielle de maladies, à regrouper différentes plantes qui se cultivent de manière similaire et d'assurer le renouvellement de la fertilité du sol. La rotation peut se faire de plusieurs façons, tout dépendant du but recherché. Par exemple, on peut imaginer une rotation basée sur les familles botaniques, sur le type de légumes ou même sur les besoins en éléments nutritifs de légumes spécifiques. Prenons l'exemple de la famille des Alliacées, donc l'ail, les oignons, les poireaux. Son principal ennemi est la teigne du poireau, un papillon nocturne. Si la teigne a pondu en saison sur vos plants, il y a de fortes chances que les larves hibernent dans le sol et attaquent à nouveau vos plants s'ils sont au même endroit l'année suivante. Déplacer les végétaux de cette famille d'une année à l'autre est donc une façon de se prémunir de cet ennemi.
La rotation basée sur les éléments nutritifs veut que les plantes exigeantes, par exemple les tomates, soient plantées où un apport de compost a récemment été incorporé, suivi l'année d'après d'une culture un peu moins exigeante, puis d'une culture frugale avant de recommencer le cycle. Il existe une multitude de tableaux et de programmes de rotation disponibles sur le web, mais vous remarquerez rapidement que cette pratique nécessite beaucoup d'espace et parfois beaucoup de planification. En fait, est-ce que ce principe s'applique réalistement aux petits jardins de ville? Si vous avez seulement un endroit à la maison qui reçoit une grande part d'ensoleillement en journée, il y a de fortes chances que les tomates s'y retrouvent année après année. Dans cette perspective, que doit-on retenir de tout ça? Dans la mesure du possible, modifiez un peu votre plan de jardin à chaque année. Pour la culture en pot, vous pouvez vous créer un petit système d'identification afin de changer le type de culture que vous y planterez. Si une maladie ou un grand ravage survient, priorisez de déplacer les cultures qui ont été affectées. Optez pour des variétés reconnues résistantes à certaines maladies pour vous donner une longueur d'avance. Pour ce qui est des ravageurs, sachez que sur une petite surface, le contrôle manuel est souvent bien suffisant. Donc, on espère que le concept de permaculture est un peu moins flou pour vous depuis que vous avez écouté cet épisode du Mange Patate. Et on espère même que vous êtes enthousiasmés, que vous avez envie de plonger plus intensément dans cet univers-là, que j'ai parfois envie de décrire tout simplement comme du gros bon sens appliqué. Parce que nos auditeurs qui sont majoritairement urbains, on vous disait que la ville a grandement besoin de vous parce que la ville est toute déconnectée, tous les morceaux sont éparpillés, nos ressources viennent d'ailleurs, puis on envoie nos déchets ailleurs. Mais si on pose le regard de la permaculture sur nos villes, on se rend compte que les ressources sont sur place puis que les déchets peuvent être réutilisés pour que les villes ressemblent de plus en plus à des écosystèmes au lieu des espèces de bulldozers. Donc, j'espère que ça vous inspire puis que ça vous donne envie vraiment de passer à l'action. Passer à l'action, oui. Ayez pas peur de l'échec, c'est ce qu'on en conclut aujourd'hui. Avec Louis, oui. Oui. Puis, venez donc nous dire en même temps sur Facebook si vous aviez déjà entendu parler de la permaculture, si vous saviez déjà c'est quoi ou pas, ou si vous avez des projets de permaculture peut-être. Puis, évidemment, partagez l'épisode, laissez-nous des j'aime et dites-nous ce que vous en pensez. Merci de nous avoir écoutés, puis on se retrouve dans 2 semaines. Bye bye! Salut! Bye! Merci d'avoir écouté le Mange Patate. Je suis Marie-André Asselin, horticultrice, formatrice et conférencière aux urbainculteurs. L'épisode que vous venez d'écouter a été animé par Marie-Hélène Dubé et Marie-Hélène Jacques. À la technique et au montage, Dominique Mani. La capsule horticole est préparée et animée par moi-même, Marie-André Asselin. Merci et à bientôt!